Alors, de nouveau, un intérêt pour en 2020, As Above, So Below, pour la menace nucléaire. Là, on n'est pas dans les anecdotes, on est dans ces images qui nous disent qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Souvent, c'est lié après des prises de vue de l'après attaque de missiles. Oui, c'était un peu, comme je reviens souvent à revisiter en fait le sujet de la bombe atomique et de l'armement atomique, et c'était quelque chose que je m'étais rendu compte qu'il y a quand même aussi de l'imagerie récente, même si on ne voit plus le côté nucléaire, et surtout qu'au moment où j'avais fait Anecdotal, j'étais allé chercher de l'imagerie satellitaire de cratères de bombes atomiques. On peut encore aller sur Google Earth et on va trouver la trace en fait sur le sol de cratères de bombes atomiques. C'était assez fascinant, mais simplement plusieurs années plus tard, on a des images de meilleure qualité et je me retrouve avec les mêmes images et je peux en fait les réextraire de Google Earth et dans une qualité encore meilleure. Et je peux les agrandir et tout. Donc je me dis c'est quelque chose qui est intéressant en fait, ces traces dans la Terre, c'est vraiment peut-être quelque chose d'assez central pour moi dans cette histoire et j'avais envie de le revisiter. Donc j'ai commencé à me dire aussi, bon, comme il y a en fait la trace présente encore sur le sol de ces tests passés, sur le sol, qu'est-ce qui se passe encore maintenant dans les airs maintenant? Et donc pour contraster ça, je suis allé chercher des vidéos récentes d'essais de tirs de missiles. Donc généralement qui n'ont pas d'ogive nucléaire, mais c'est des tirs de missiles qui sont généralement faits par des gouvernements à destination en fait des médias de propagande pour pouvoir ensuite montrer en fait leur puissance nucléaire. Et ça, c'est tous les pays. C'est-à-dire, c'est pas juste, par exemple, la Corée du Nord ou l'Iran. On a ça en France, aux États-Unis, dans tous les pays qui ont de l'armement. On va faire des tirs de missiles et on va diffuser les images. Et donc, je gardais en fait dans ces images la trace des nuages en fait. Pour tout d'un coup, comme c'est ce qui reste en fait après le tir de missile, comme c'est ce qui reste ces cratères de bombes atomiques. Et donc, on avait un peu les images récentes dans le ciel, les images dans le passé sur le sol qui restent, c'est un peu ces traces. Alors vous commencez à questionner le sujet de l'intelligence artificielle avec Prelude to the Broken Ram, qui est ce livre d'artiste. D'ailleurs, vous fonctionnez souvent avec des publications. Hein. Il y a l'exposition, la publication. Disons qu'il y a souvent quand je commence un travail, c'est vrai que je vais le réfléchir parfois plus sous une forme de livre, une forme d'installation. Le travail sur l'intelligence artificielle, depuis le début, j'avais des idées sous la forme de livres. Pour The Last Road of the Immortal Woman, ça c'était clairement pour moi une installation. Et donc je vais généralement fonctionner comme ça, c'est que j'ai des idées. Parfois ça peut s'adapter sous un autre médium, mais il y a déjà en fait une idée de finalité physique dès le début du projet. Ce qui n'empêche pas que parfois ça peut se moduler ou changer, mais ouais. Et donc, Prelude to the Broken Ram, donc il y a un jeu de mots sur Prelude to the Broken Arm, qui est en prévision du bras cassé de Marcel Duchamp. C'est en fait comme une espèce de preview donc, du livre ensuite qu'on parlera après, qui est un peu la finalité de ma réflexion, et c'est un peu des essais visuels sur qu'est-ce que c'est l'imagerie par intelligence artificielle et surtout cette nouvelle vague récente qu'on a maintenant. Et aussi d'où viennent les images. On va dire avec captation, et vous remontez, en fait il y a cette exposition, cet ouvrage, s'articule autour de 4 chapitres, 4 dates. Alors il y a la première, c'est 1827, le début de l'aventure photographique, avec notamment, surtout disons, cette image de Nicéphore Niepce que tout le monde connaît, qui a un grain très particulier. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette image? Comment vous l'avez intégrée dans votre réflexion? C'est vrai que donc sur ces premières prémices un peu de ma réflexion sur l'imagerie d'intelligence artificielle, ce qui m'intéressait, c'était d'abord de dire en fait les enjeux présents, c'est une répétition de ce qui s'est déjà passé par le passé, et que ce n'est pas des nouvelles questions, c'est une accélération technologique. Il ne faut pas voir l'intelligence artificielle comme quelque chose qui sort de nulle part et qui pose des questions complètement novatrices. C'est-à-dire que 1827, la première photo, qu'est-ce qui se passe avec la photographie? On a déjà en fait ce moment dans le temps où on se dit qu'est-ce qui se passe quand on peut reproduire mécaniquement la réalité,
par exemple, si j'étais peintre dans les années 1850 et que je passais 10-15 ans à l'académie à essayer de reproduire la réalité et que tout d'un coup on me dit ben, voilà cette boîte, on peut mécaniquement appuyer sur ce bouton et on peut faire la même chose, et ça forcément on a déjà eu ce processus de questionner qu'est-ce que c'est que le rôle de l'artiste, qu'est-ce que c'est que la reproduction de réalité, qu'est-ce que c'est qui est vrai, qu'est-ce que c'est qui est l'image. Donc c'est pas une question nouvelle, et donc toutes ces dates en final c'est pour un peu comme montrer cette espèce de répétition cyclique de même questionnement, de cette peur presque on va dire de l'obsolescence humaine. Alors la deuxième date c'est, et vous êtes amusé avec des 7 hein, d'ailleurs, la deuxième date c'est 1917 et là c'est l'urinoir de Duchamp. Que l'on ne cesse de convoquer dans le monde, dans la sphère de l'art contemporain, avec ces pratiques conceptuelles qui sont nées dans l'après-Duchamp et qui évidemment sont encore très fortes aujourd'hui. Et pour vous, comment vous l'envisagez, cet urinoir? Duchamp en fait m'intéresse vraiment à trois niveaux différents. C'est le plus évident, c'est le ready-made, donc le noir, c'est de la même façon que Duchamp va convoquer un objet qui vient de l'industrie et le présenter comme œuvre d'art. Là, on est avec l'intelligence artificielle de nouveau dans quelque chose qui vient de l'industrie, mais numérique dans ce cas-ci, et qu'on peut utiliser sans avoir la compétence technique du peintre, du photographe, ou d'ailleurs maintenant même de l'informaticien. Et donc, au final, c'est aussi question. Et dès que j'ai commencé en fait, à utiliser ces nouveaux outils d'intelligence artificielle, les premières choses que j'étais en train d'essayer de faire, c'était de reproduire des urinoirs avec les premiers outils, les premiers GAN et tout ce qui, on va dire, était un peu précurseur il y a quelques années aux outils qu'on a maintenant partout. C'était tout de suite d'essayer de faire des urinoirs, comme en fait, si je répétais le même processus. Donc ça, c'est quelque chose qui était évident pour moi dans la comparaison avec l'IA, mais Duchamp, ça m'intéresse aussi dans ce premier ouvrage pour le jeu d'échecs, puisque Duchamp, après avoir un peu essayé de questionner quel est le rôle de l'artiste, quel est le rôle de l'humain dans la création et l'acte de l'art, il consacre sa vie au jeu d'échecs et à devenir un grand maître d'échecs. Et comme par hasard, la première IA qui a remis en question la position de l'homme, c'est Deep Blue qui bat Kasparov en 1997. Qui est la troisième étape de ce projet. Voilà, qui est encore ces étapes qui riment. Enfin, c'est Deep Blue qui bat Kasparov. Il y a des journaux, Newsweek en particulier, qui titraient « Est-ce que c'est la fin du cerveau humain ?» Donc encore une fois, c'est la même question qu'il y a. Est-ce qu'on va se faire dépasser par la machine? Est-ce que c'est le début? Mais de la même façon que la photo n'a pas remplacé la peinture a évolué comme étant pour devenir abstraite, pour devenir impressionniste, etc. De la même façon que Deep Blue n'a pas terminé le jeu d'échecs, il y a encore des grands maîtres, encore des compétitions qui sont très suivies. Et ben, en fait, il faut bien s'imaginer qu'il y a toujours comme ça un après et qu'il y a toujours des choses qui évoluent. Et donc, juste une dernière chose, parce que ça va peut-être introduire le projet suivant, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est Duchamp, c'est au final, ce qu'on disait avant, c'était au final que c'est devenu presque un cliché malgré lui. Qu'il y a quelque chose dans Duchamp qu'on a déjà répété, copié, cité tellement de fois qu'il devient presque un lieu commun, un cliché de l'art contemporain. Et la notion de cliché, de stéréotype, c'est ça aussi ce dernier point qui m'intéresse et qui est vraiment, on va dire, plus le point central du projet suivant. C'est quelque chose dont l'IA peut vraiment se saisir. L'intelligence artificielle, plus quelque chose est commun dans notre culture visuelle, plus c'est facile à reproduire. Ce n'est pas la difficulté, on va dire, technique d'une image. En tout cas, là quand je parle d'intelligence artificielle, pour le moment, je parle vraiment, on va dire, la génération d'images, mais ça s'applique aussi à d'autres champs. Donc, en fait, si quelque chose est très commun, l'IA va le reproduire, et donc ça crée, on va dire, une accentuation de certains biais. On va sans doute parler, je pense, un peu. Oui, on va l'évoquer, mais en effet, vous dites déjà ce qu'on va certainement redire à certains moments, c'est que les algorithmes n'ont cessé, on peut dire quasiment depuis l'après-guerre, liés à l'IA, d'évoluer, mais ce qui a fait vraiment la différence dans les années 2000-2010, c'est les grandes quantités de données, c'est le fait de leur donner des datas. Et en effet, si on lui demande à l'IA de représenter quelque chose qui existe par l'image sur l'Internet, elle aura plus de facilité que si on lui demande de représenter mon chien Bobby. Si elle ne connaît pas mon chien Bobby, ça sera beaucoup plus difficile.